Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge dans un sujet incontournable. Un vrai poids lourd du programme de terminale qui tombe très souvent au bac, les inégalités et la justice sociale. Ça peut paraître un peu intimidant, c'est vrai, mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement, pour que tout soit clair comme de l'eau de roche. Le mot inégalité, on l'entend en boucle, c'est vrai. À la télé, sur les réseaux, dans les discours politiques. Mais au fond, de quoi parle-t-on vraiment? Juste d'une histoire de riches et de pauvres, ou est-ce que ça va plus loin? L'accès à un beau lycée, les chances de rester en bonne santé, tout ça, c'est aussi des inégalités. Alors aujourd'hui, notre mission, c'est justement ça, dépasser les gros titres pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière ce mot. Alors, regardons cette carte de plus près. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle montre la part du gâteau, si on veut, que s'approprient les 10% les plus riches dans chaque pays d'Europe. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est le patchwork de couleurs. Ça va du bleu clair au bleu très foncé. C'est la preuve flagrante que la situation est hyper variable. Certains pays sont beaucoup plus inégalitaires que leurs voisins. Et ça, c'est crucial. Ça veut dire que les inégalités, ce n'est pas une sorte de loi naturelle, une fatalité. Non, c'est bien le résultat de choix, de politiques différentes. Alors voilà le programme du jour. D'abord, on va définir de quoi on parle. Ensuite, on verra comment on mesure tout ça. Après, un petit tour du côté des grandes idées sur la justice sociale, puis on regardera ce que fait l'État. Et on finira avec le plus important pour la réussite, la méthode pour le bac. C'est parti! Allez, on attaque la première partie. Et là, il y a une idée centrale à bien saisir tout de suite. Quand on parle d'inégalité, on ne parle pas que de portefeuille. C'est beaucoup plus large que ça. Elles ont plusieurs visages et surtout, elles sont connectées entre elles, un peu comme des dominos. Bon, commençons par le plus évident, les inégalités économiques. Celles-là, elles touchent directement à l'argent. Il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, le revenu, c'est le flux, ce qui tombe tous les mois, comme le salaire. Et de l'autre, le patrimoine, c'est le stock, c'est tout ce qu'on possède déjà. Une maison, un compte en banque bien rempli, c'est souvent la première chose à laquelle on pense, la facette la plus visible du problème. Et là, on touche à un point, mais alors absolument crucial. C'est ce qu'on appelle le caractère cumulatif. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. Les inégalités s'additionnent et s'aggravent les unes les autres. C'est un véritable engrenage. Imaginez, des revenus faibles forcent une famille à vivre dans un petit logement mal isolé. Ça peut avoir un impact sur la santé, mais aussi sur les devoirs des enfants. Moins de réussite scolaire, ça veut dire plus tard un boulot moins bien payé, et la boucle est bouclée. C'est un vrai cercle vicieux, très difficile à casser. Et pour illustrer ça, on a un graphique génial qu'on appelle la courbe de Gatsby le Magnifique. Alors regardez bien, en bas, sur l'axe horizontal, on mesure le niveau d'inégalité des revenus. Plus on va à droite, plus le pays est inégalitaire. Et sur l'axe vertical, on a la dépendance des revenus des enfants à ceux de leurs parents. Plus on monte, moins l'ascenseur social fonctionne. Et là, la ligne qui se dessine est sans pitié. Les pays les plus inégalitaires, en haut à droite, sont aussi ceux où il est le plus difficile de s'élever socialement. C'est la preuve en chiffres. Trop d'inégalités et la société se bloque, les destins sont tracés d'avance. Ok, on a défini le concept. Mais comment on passe du ressenti, de l'impression, à quelque chose de scientifique? Comment on mesure concrètement les inégalités? Pour ça, les économistes et les sociologues ont des outils bien précis. Et ça, pour le bac, c'est du pain béni. Il faut les maîtriser. Le premier outil, c'est la courbe de Lorenz. C'est un outil visuel super pratique pour comprendre la répartition des richesses. Imaginez une ligne droite qui coupe le graphique en deux. Ça, c'est le monde parfait, le monde de l'égalité absolue. 10% des gens ont 10% des richesses, 50% des gens ont 50%, etc. Dans la vraie vie, évidemment, la courbe est toujours en dessous de cette ligne. Et plus elle s'en éloigne, plus elle est creusée, plus la société est inégalitaire. Et voilà l'application concrète pour la France. Observez bien, il y a deux courbes, celle des revenus et celle du patrimoine. Et là, c'est flagrant, non? La courbe du patrimoine est beaucoup plus creusée, bien plus loin de la ligne d'égalité. La leçon à retenir est simple mais fondamentale. En France, les inégalités de patrimoine, ce qu'on possède, sont bien plus fortes que les inégalités de revenus, ce qu'on gagne chaque mois. C'est un point essentiel. À partir de cette courbe, on peut calculer un chiffre unique, une sorte de score d'inégalité, c'est le coefficient de Gini. C'est très simple, il va de 0, l'égalité parfaite, à 1, l'inégalité totale, une seule personne qui possède tout. L'avantage, c'est que ça permet de comparer très facilement les pays entre eux, ou de voir si un pays devient plus ou moins égalitaire au fil du temps. Un autre indicateur super utile, c'est le rapport interdécile. En gros, c'est juste le ratio combien de fois les 10% les plus riches gagnent plus que les 10% les plus pauvres. Si on regarde l'évolution en France, on voit une histoire se dessiner. Une forte baisse des inégalités pendant des décennies, puis à partir des années 90, une stagnation, voire une légère remontée. Et ça nous raconte quelque chose de très fort. Les inégalités ne sont pas figées, elles évoluent, elles bougent en fonction des crises économiques, des politiques menées, bref, elles ne tombent pas du ciel. Bon, on sait ce que sont les inégalités, on sait les mesurer, mais maintenant, attention, on passe à la question qui fâche. La question à 1 million.
est-ce que toutes les inégalités sont forcément injustes? Là, on quitte le domaine des chiffres pour entrer dans celui des idées, de la philosophie et des grands débats sur ce qu'est une société juste. Et évidemment, il n'y a pas une bonne réponse. On peut distinguer 3 grandes manières de voir les choses. D'abord, les utilitaristes. Pour eux, ce qui compte, c'est le bonheur global. Si une certaine dose d'inégalité permet d'augmenter la richesse totale, alors pourquoi pas? Ensuite, les libertariens. Eux, c'est la liberté avant tout. Du moment que les échanges sont libres, alors les inégalités qui en résultent sont justes. Point final. Et enfin, une vision très influente, celle de John Rawls. Pour lui, la priorité absolue, c'est l'égalité des chances. Après, les inégalités de revenus sont acceptables, mais à une seule condition, qu'elles améliorent la situation des plus pauvres. Alors, tout ça, ça peut sembler très théorique, mais en fait, pas du tout. Ces grandes idées, elles ont des conséquences très concrètes. Elles inspirent directement les actions de l'État quand il essaye de lutter contre les inégalités. L'État, pour ça, il a toute une boîte à outils. Premier outil, la fiscalité. L'impôt progressif, c'est un outil de redistribution pur jus. Deuxième outil, la protection sociale et les services publics. L'école gratuite pour tous, la Sécu. L'idée, c'est de garantir que tout le monde ait accès à des choses essentielles. On est en plein dans l'égalité des chances de Rawls. Et enfin, troisième outil, la lutte contre les discriminations pour s'assurer que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Et est-ce que ça marche, cette boîte à outils? Regardez ce graphique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À gauche, c'est l'écart de revenus brut, avant que l'État n'intervienne. Le ratio est de 1 à 22, c'est colossal. Et maintenant, regardez à droite, après le passage des impôts et des aides sociales. L'écart est réduit à 1 pour 6. Il a été divisé par presque 4. C'est la démonstration la plus claire qui soit, la redistribution, ce n'est pas juste un mot, ça a un effet massif et concret. Bon, maintenant, on passe en mode Objective Bac, la partie la plus pratique. Parce que savoir des choses, c'est bien, mais savoir les utiliser le jour de l'épreuve, c'est mieux. Et en SES, la compétence reine, c'est l'analyse de documents. Alors voyons la méthode à appliquer à la lettre. La méthode, c'est simple. Il y a 4 étapes. Ça doit devenir un réflexe absolu. D'abord, on présente le document, sa carte d'identité. Nature, source, date. Ensuite, on analyse. On lit les chiffres. On cherche le plus grand, le plus petit, l'évolution. C'est l'étape de l'observation. Puis vient le plus important, le cœur du réacteur, l'interprétation. C'est là qu'on fait parler les chiffres en utilisant les concepts du cours. Et enfin, on conclut en une phrase. C'est tout. Allez, mise en pratique immédiate. Prenons ce tableau, un classique de chez Classique. C'est l'INSEE qui nous montre la composition du revenu des ménages en France. La population est découpée en 5 tranches de 20%, des plus pauvres, qu'on appelle le premier quintile ou Q1, jusqu'aux plus riches, le Q5. Alors, on y va, on applique. Étape 1, présentation. C'est un tableau de l'INSEE qui date de 2019 et qui porte sur les revenus de 2016. Facile. Étape 2, analyse. On regarde les chiffres. Pour le Q1, les 20% les plus modestes, on voit que les prestations sociales, c'est presque la moitié de leurs revenus disponibles. À l'opposé, pour le Q5, on voit que les impôts directs représentent une part importante. Étape 3, interprétation. Et là, on branche le cerveau SES. On explique que ce tableau montre parfaitement le rôle de la redistribution. L'État prélève une partie des revenus primaires des plus aisés, via les impôts, et la reverse aux plus modestes, via les prestations. On montre comment on passe des inégalités de marché à des inégalités de revenus disponibles qui sont plus faibles. Voilà, pour tout synthétiser, une petite carte mentale. Ça reprend tout. Comment on définit et mesure les inégalités, les débats sur la justice et l'action de l'État. C'est super pratique pour réviser et avoir une vue d'ensemble. Donc, pour résumer, si on veut cartonner au bac sur ce chapitre, voilà la checklist. 1. Maîtriser les définitions et les outils. Génie Lorentz, ça doit être limpide. 2. Comprendre les mécanismes, surtout cet effet cumulatif et la redistribution. 3. Connaître les 3 grandes visions de la justice, Rawls en tête. Et 4. Le plus important, s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner avec la méthode d'analyse de Docs. C'est la clé. Et voilà, on a fait le tour. On a maintenant les outils pour penser ce sujet qui est, on l'a vu, super complexe. Alors, cette dernière question, elle est pour la suite, pour lancer la réflexion. Il n'y a pas de réponse toute faite, bien sûr. Mais l'intérêt des SES, c'est précisément ça. Ça ne donne pas de réponse magique, mais ça donne les clés pour construire sa propre argumentation de manière intelligente et nuancée. Et c'est exactement ça qui fera la différence le jour du bac. Alors, bonne révision et ne lâchez rien.